Bonsoir à nos mères et bonsoir à tous nos intervenants. Chers frères, mon intervention de ce soir, c'est un peu, je m'appuie un peu sur l'intervention de tout un chacun afin de pouvoir enfin développer ce que je voulais développer. Chers frères, vraiment, je te remercie par rapport à l'éveil de conscience que tu fais tout le temps en interpellant nos parents d'agir lorsque la CIE fait certains procédés de coupure intempestive de courant, endommageant nos différents les appareils, tout ça. Parce que quand c'est gâteau au pays, là-bas, c'est nous on va appeler. Donc là, vraiment, merci beaucoup. Donc, chers frères, en me basant un peu sur tout ce que vous avez dit concernant la CIE, si vous voyez que la CIE continue de toujours piller la population ivoirienne, c'est parce que nos gouvernements n'ont pas la volonté de faire changer réellement les choses. Aujourd'hui, vous avez lu un article, et cet article-là disait qu'est-ce qu'il fallait faire de telle sorte à ce que la CIE puisse procéder au remboursement. Chers frères, si c'est pour aller s'asseoir à l'Assemblée nationale et de voter des lois, et puis après mettre ces lois-là dans les tiroirs-là, donc ça veut dire que quoi? C'est pas prêt pour le peuple ivoirien. Donc ça veut dire qu'en gros, nos dirigeants sont encore dans ces histoires de business-là entre eux et ces puissantes compagnies-là. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre, chers frères, la CIE aujourd'hui, là, c'est géré par qui? C'est géré par une grande majorité, c'est Bouygues qui est au devant. Mais pourtant, en Occident, Bouygues ne se comporte pas comme de la manière dont il se comporte en Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai dit sur nos gouvernements? Parce que nos gouvernements, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont exactement contre la population ivoirienne pour maintenir encore cette population ivoirienne dans un sous-développement. Ça fait combien d'années aujourd'hui? La Côte d'Ivoire n'est pas encore l'adressage là. Aujourd'hui, on ne sait pas ça à quel niveau. Donc là, ce sont ces gens de failles-là que ces grandes compagnies-là aujourd'hui exploitent de telle sorte à ce qu'ils se mettent beaucoup dans les poches. On va vous expliquer en France comme peut-être aux États-Unis comment ça se passe. Aux États-Unis, je ne maîtrise pas trop, mais la France un peu, je sais un peu comment ça se passe. Chers frères, je vais prendre un domaine, le domaine de l'automobile par exemple. Souvent, il y a des véhicules qui sortent, ils ont plus de 10 ans, 5 ans, et un courrier qu'on t'envoie, on appelle ça des courriers de rappel. On t'envoie un courrier chez toi à la maison pour te dire que tu as telle voiture de telle marque là. Il y a une intervention à faire sur un élément de sécurité du véhicule. Rends-toi dans la concession la plus proche. Mais comment est-ce que ces gens de ces groupes-là, ils arrivent à avoir l'adresse de ce dernier-là jusqu'on lui envoie un courrier? C'est parce qu'il y a une organisation qui est d'abord mise en amont. Et cette organisation, c'est les différentes préfectures. À la préfecture, on te demande impérativement de te rendre à la préfecture pour pouvoir aller, lorsque tu achètes un véhicule, pour que tu puisses changer ta carte grise là-dessus, c'est vrai. Et ces données-là sont collectées par la préfecture. Donc si Renault veut lancer une action de rappel sur des véhicules-là, Renault passe d'abord par la préfecture. Et la préfecture vend ces données-là à Renault. De telle sorte à ce que Renault puisse envoyer ses courriers. Mais pourquoi on n'a pas des gens qui sont encore en Côte d'Ivoire qui sont intelligents pour pouvoir procéder à l'adressage de nos différentes villes de telle sorte à ce que nos parents puissent sortir de cette souffrance-là? Lorsqu'on doit couper le courant dans des villes en France, tu reçois un courrier chez toi 48 heures avant. On te dit de telle heure à telle heure, il y aura coupé le courant. Et ce sont les mêmes Bouygues là qui font ici. Mais pourquoi ils ne font pas ça en Côte d'Ivoire? C'est parce que nos dirigeants n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la volonté de faire changer les choses. Raison pour laquelle tout le temps nous sommes là, nous tirons sur. Donc, chers frères, vraiment, si j'ai dit que je vais développer ce sujet-là, je vais prendre le temps aux gens. Et maintenant, le deuxième sujet qui était un peu comique par rapport aux différents vols qui se passaient dans les lieux de culte. Je me souviens comme ça, à la grande mosquée de San Pedro, il y a 2 caisses de la mosquée qui ont disparu. Et ces 2 caisses-là, on les ouvre chaque an. Wow. Il y a une caisse qui était du côté des femmes et il y avait une caisse qui était du côté des hommes. Wow. Ça a disparu à la mosquée. Et c'est un plein vendredi, avant le sermon de l'imam,
qu'ils ont annoncé que cette caisse était perdue. Quel désespoir. Donc, ça veut dire que ce sont des faits, c'est comique, mais c'est réel, chers frères. Oui. Maintenant, une caisse qu'on ouvre chaque année, ça là, c'est pas une personne extérieure qui a venu faire ça, c'est entre eux-mêmes là-bas. Parce que moi, je ne savais pas qu'on ouvrait une caisse chaque année. Tout le monde s'est regardé comme ça, quand on est en train de prier. Donc, on a une caisse à la mosquée qu'on ouvre chaque année. Et ces 2 caisses sont perdues. Donc, attends, ça veut dire ce qu'ils prennent pour passer devant les gens là. Ça, c'est du tape à l'œil, mais il y a une autre où on ne touche pas, c'est par an. Oui, et on n'a jamais dit ça aux gens. Chaque année, et ils l'ont dit. Mais cher frère, est-ce que ça ne pose pas un problème? Par exemple, quand j'ai lu l'histoire de l'islam, je savais qu'il y avait une caisse à la mosquée de Médine où le prophète était et tout le monde était au courant de la gestion. Mais comment se fait-il que pour vous les musulmans, j'ai eu l'habitude de voir, quand les musulmans doivent construire une mosquée, ça va prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans. Alors que les gens donnent l'argent, hein, mais quand vous demandez au muezzin, ou bien au muezzin, ou bien à l'imam, toi qui donnes là, si tu lui dis, mais est-ce qu'on peut faire compte? Ou bien est-ce qu'un fidèle peut demander au pasteur, si on prend le cas des églises, est-ce que tu peux dire, comme moi j'ai donné l'argent depuis le début de l'année, j'ai donné ma dîme, tout ça là, est-ce que je peux demander qu'on fasse un compte? Ils ne vont jamais faire. Ils ne vont pas te donner des réponses. Même. Et donc ce n'est plus à Dieu qu'on donne l'argent en réalité. Parce que si Dieu même dit que nous, chaque acte qu'on posera, lui va nous demander des comptes là. Nous aussi, on doit être capable de demander compte à ceux qui disent qu'ils représentent Dieu. Surtout que c'est quelque chose qu'on leur a donné pour un objectif. Et il y a des gens intelligents qui se disent, mais si les choses ne sont pas claires, pourquoi moi je vais donner de l'argent, je vais jeter dans le vide? Et 10 ans, chaque 10 ans, quand tu vois dans les mosquées ou dans les églises, on te dit de donner seulement à Dieu. Tout le monde sait que Dieu n'est pas physique. Tout le monde sait que l'argent qu'on donne là, c'est pour des raisons. Mais ces raisons-là, est-ce qu'il n'est pas mieux que dans toutes les chapelles politiques religieuses, on dise, vous qui donnez l'argent là, venez chaque semaine ou bien, quand on finit là, on fait, bon, ce vendredi ou même ce dimanche, voilà telle somme qu'on a eu, voilà ce qu'on a dépensé et voilà où on a mis le reste. Mais moi, j'ai l'impression que, je dis bien c'est une impression, je peux être en train de me tromper. Cher frère, la caisse n'a même pas été cassée. Pourquoi je dis ça? S'il y avait eu effraction, ils auraient peut-être appelé la police pour venir constater. Est-ce qu'ils ont fait ça? Je pense non. Voilà. Ce n'est pas simplement par ignorance. Sinon, quand un voleur vient te voler là, tout le monde sait que la meilleure manière là, quand tu as été incapable de réagir, quand il s'en va là, tu appelles la police pour venir constater. Mais au sein d'une mosquée, qui est un lieu public, tu ne peux pas constater les faits et puis mettre ça sur toi pour informer les gens. Ils ont ouvert la caisse là, ils ont pris l'argent et puis ils ont partagé. Moi, je peux prendre le risque de voir ça sous cet aspect-là. Et ça fait qu'il y a une crise de confiance entre les gens intelligents et les gens... Pardon, il y a une crise de confiance entre les gens intelligents et le monde religieux. On ne peut pas être là indéterminément en train de donner de l'argent et vous, quand vous n'allez jamais accepter qu'on vous dise, bon, venez, on va faire des comptes. Moi, ça me pose véritablement un problème vis-à-vis de ces religions-là. On ne peut pas être en train de vous donner de l'argent tous les jours et vous n'êtes pas capable de venir nous rendre compte. Ça pose problème, chers frères. Et donc, les vrais voleurs, ce n'est pas seulement celui qui s'est mis à ramper pour aller dans la mosquée, mais les vrais voleurs, c'est souvent même ceux-mêmes qui collectent ces biens-là aussi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme ça que moi je vois la chose. Non, en gros c'était ça un peu mon intervention sur les différents sujets que vous avez abordés. Maintenant, le sujet même qui me tient à cœur, le sujet même qui m'embête énormément, chers frères, c'est l'affaire du budget de souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, du président de la République, sur lequel il y a eu un gros bruit, où le président de la République, où la présidence de la République a porté plainte en France. Donc vraiment, c'est sur ce sujet-là, c'est sur ce dossier-là que je comptais rapidement intervenir. Chers frères, vous savez que les grands hommes comme le président de la République, au fait, quand on met ces personnes-là dans le panier des autres dirigeants africains qui détournent de l'argent, qui laissent souffrir le peuple, quand on met le président Alassane Ouattara dans ce panier-là, chers frères, ça fait mal. Parce que l'homme n'est pas comme ça. Raison pour laquelle, chers frères, ça me fait tellement mal, chers frères. Chers frères, je vais vous lire rapidement le procès, les résultats.
lorsque la présidence de la République a porté plainte. Donc, il a écrit dans l'article qu'on dit affaire 342 milliards de francs CFA du fonds de souveraineté de Ouattara. La justice française estime que les chiffres sont conformes, mais diffamatoires. Voilà, effectivement, la présidence ivoirienne avait déclaré qu'elle porterait plainte contre le journal. Depuis lors, plus aucune information n'a été publiée sur l'affaire. La justice française vient en définitive de trancher en coupant la poire en deux. Même si cela peut s'apparenter à un camouflet qu'ont subi les avocats français du président ivoirien. En effet, la justice française a révélé que les propos poursuivis sont diffamatoires envers Alassane Ouattara. En ce sens que certaines expressions imputent au président de la République d'utiliser dans son intérêt et selon son bon vouloir les fonds d'un montant conséquent composé d'argent public. Les juges concluent que l'article a porté atteinte à l'honneur et à la considération d'Alassane Ouattara, puisque le comportement décrit s'apparente à l'infraction de détournement de fonds publics. Seulement, voilà, la justice française estime que cela ne saurait suffire pour condamner le journal, comme le réclamait la présidence ivoirienne. Selon RFI, le juge pointe en particulier que les chiffres contenus dans la brève sur le montant du fonds en question sont bien conformes au projet de loi des finances 2017 et que l'absence de précision des documents budgétaires justifie les interrogations et la substitution dont l'article se fait écho. En clair, la justice française estime que la présidence a manqué de clarté sur ces chiffres et que ce manque de clarté a pu tromper les journalistes qui, selon elle, ont écrit leur article sur la base de la bonne foi. Ça, c'est une insulte pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, quand tu lis cet article-là. Par une seule faute. C'est-à-dire, on demande seulement au service de communication de la présidence de la République et ainsi qu'aux institutions de la République, telles que la Cour des comptes, d'éclaircir ce qu'ils font. Qu'ils éclaircissent ce qu'ils font réellement en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas mettre le président de la République dans le même panier que ces présidents-détourneurs-là. Et ça, vraiment, je suis révolté contre le service de communication de la présidence et contre la Cour des comptes. Et chers frères, moi, il y a un truc qui me dérange dans l'article-là. Si on dit la présidence de la République de Côte d'Ivoire manque de clarté, vraiment, chers frères, ça fait très mal. J'ai cherché à comprendre pourquoi la justice française nous dit que nous manquons de clarté, la présidence de la République. Moi, ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire, mais c'est l'homme qui a la présidence de la République. Là. Quand on intelligemment le concernant, chers frères, ça fait très mal. Je vais vous prendre un exemple. Le budget de l'Élysée. Le rapport timoré de la Cour des comptes. Les magistrats de la rue Chambon se sont contentés du minimum lors du contrôle du budget 2020 de l'Élysée, regrette l'ex-député René Dossière. Ce député-là, c'est un député qui est opposant au parti d'Emmanuel Macron. Et ce sont des députés qui ont critiqué le budget de l'Élysée. Donc, tellement ces députés-là ont critiqué le budget de l'Élysée, il y a la Cour des comptes qui ont saisi le dossier et qui ont décidé d'enquêter sur le budget de l'Élysée. Donc, chers frères, je vais rapidement lire. Et c'est un article qui a été publié le 6 août 2021. Quand l'article dit ceci, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas.
le rapport de la Cour des comptes sur le budget 2020 de l'Élysée, publié fin juillet, n'a pas beaucoup plu à René Dossière. Même s'il est aujourd'hui retraité, l'ancien député socialiste continue à suivre d'un œil soucieux les dépenses de la présidence de la République. En général, le désormais président de l'Observatoire de l'éthique publique critique l'Élysée. Cette année, il change sa cible. Ce sont les magistrats de la rue Campo, Gil et Gratigne. René Dossière a même décerné cette année quelques bons points à l'Élysée. Le chef de l'État, confiné, a réduit son train de vie. L'Élysée a économisé 3,8 milliards d'euros par rapport au budget initial qui est de 110 milliards d'euros, voté pour 106 millions exécutés. Donc, en gros, sur le budget de l'Élysée, il y avait 110 milliards qui étaient destinés au budget de l'Élysée. Donc, pour ces députés-là, comme il est opposant à Emmanuel Macron, il dit que le confinement a fait que Emmanuel Macron a économisé 3,8 milliards. On continue. Emmanuel Macron n'a ainsi dépensé que 8,8 millions d'euros pour ses 67 déplacements de 2020 contre 13,9 millions en 2021 pour 108 voyages. Le président de la République a aussi utilisé les avions du gouvernement pour ses voyages privés qu'il a remboursés comme s'il volait sur des lignes régulières, soit 957 euros en 2020. La masse salariale de l'Élysée a quant à elle légèrement augmenté de 0,6% en une année, avec un montant total de 71 millions d'euros. C'est le premier poste de dépense devant l'administration qui est de 13,8 millions d'euros. Les investissements de 10,8 millions d'euros, les déplacements 8,8 millions d'euros, l'action présidentielle de 2 millions d'euros. René Dossière rappelle que le budget total dépensé par l'Élysée est de 106,8 millions d'euros, équivaut à 10 centimes d'euros pour 1000 euros de dépenses publiques. Les mauvais points. Ensuite, René Dossière regrette donc la timidité des magistrats de la Cour des comptes. Le rapport dit l'ex-député est très respectueuse. Il n'a pas une phrase susceptible de faire sursauter l'Élysée. Il souligne notamment le manque de suivi de la réforme du service de sécurité. Après l'affaire Benalla, ce proche du président aux fonctions très floues, une commission d'enquête du Sénat avait observé Dossière, conclut à la nécessité d'adopter un cadre spécifique précisant les règles de composition de fonctionnement du GSPR, ça veut dire le groupement de sécurité de la présidence de la République. En clair, il fallait mettre de l'ordre, mais la Cour des comptes semble se satisfaire d'une simple convention passée entre l'Élysée et le ministère de l'Intérieur. La Cour des comptes est pourtant notre dossier habituellement soucieux des bases juridiques claires. Donc en gros, quand je lis l'article, chers frères, l'article est un peu long. Ça veut dire que l'article a mis en relief ici un peu le rôle de la Cour des comptes dans un pays et le rôle d'un député qui veut que les choses soient claires. Dans cet article-là, comme c'est un peu long, je vais lire juste une partie qui m'intéresse un peu, où on dit
On apprend aussi à la lecture du rapport que les policiers du groupement de sécurité de la présidence de la République française bénéficient d'une heure supplémentaire payée 2 fois. Une première fois via une sorte de prime, l'indemnité de suggestion particulière payée parce qu'ils sont détachés de l'Élysée. Une autre fois par le ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que ces policiers-là reçoivent 2 primes. Une prime de la présidence et une prime du ministère de l'Intérieur. Ce dernier a même tenté d'obtenir de la présidence de la République le remboursement des heures supplémentaires qu'il payait à une trentaine de policiers. Et ces heures supplémentaires-là, ça s'élevait à 5 349 € en moyenne par personne. Mais l'Élysée a refusé. Donc je vais m'arrêter là. Et dans cet article-là, on parle aussi des actions que mène Madame Brigitte Macron. Comment est-ce que ce budget-là qui est voté à l'Élysée, comment est-ce qu'est-ce qu'elle fait? Donc, en gros, ce que je veux dire ce soir, la Cour des comptes en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara qui a mis comment dire, la Cour des comptes, ça a été créée en août 2000, selon la Constitution, mais c'est le président Alassane Ouattara qui a installé officiellement la Cour des comptes en 2018. Et c'est à la Cour des comptes, normalement, quand il y a ces gens, de propos des journalistes étrangers là, c'est à la Cour des comptes de sortir, de dire voilà ce que nous on a fait comme travail, le budget de la Côte d'Ivoire là, de souveraineté de la présidence de la République, c'est de 300 quelques milliards, mais voici comment c'est réparti. Et non laisser la présidence de la République aller porter plainte. Raison pour laquelle le jugement a parlé de clarté. Parce que si on balance des informations comme ça, les journalistes là, ils sont là pour faire du boulot pour qu'on puisse lire leur journal. Et une personne comme Alassane Ouattara, c'est pas n'importe qui, c'est pas une personne à qui on s'attaque facilement comme ça. Donc là, ces journalistes-là, ce sont ces gens de personnes-là, ils aiment écrire sur ces gens de personnes. Donc, une fois encore de plus, nous donnons le bâton aux autres de battre le président de la République. Et ça, à un moment donné, là, nous, on ne va pas l'accepter, chers frères. Parce que ce monsieur-là, il est précieux à nos yeux. Donc, vraiment, si le président de la République, si c'est pour créer des institutions qui n'ont pas fait leur travail, qui n'ont pas défendre les intérêts de la présidence de la République, il faut mieux fermer ces institutions-là. C'est maintenant que je comprends pourquoi cette institution-là, elle est restée. Ça a été créé en 2000, mais c'est le président Alassane Ouattara qui est venu installer ça. Donc, chers frères, en gros, c'est un peu le ras-le-bol que je comptais exprimer. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous laisse rajouter. Vraiment, merci beaucoup, chers frères, pour tout ce que vous avez dit. Et je salue notre bien-aimé Marius Koudou, qui salue tous les élèves de la classe ici présents. Chers frères, soyez salués et merci d'être des nôtres ce soir. Et l'article que vous évoquez et les accusations qui ont été portées, c'est effectivement un journal français, un bi-hebdomadaire qui est basé à Paris, dont je tais le nom, qui avait porté des suspicions sur le président Alassane Ouattara dans son édition du 30 août 2017, l'accusant d'avoir dilapidé un fonds de souveraineté de 342 milliards. Mais après le verdict, vous l'avez vu. En fait, le problème, si les journalistes avaient voulu faire du bon travail, ils auraient dû aussi se baser sur les rapports même des institutions de la Cour des comptes, comme vous l'avez dit. Et ça renvoie à la même réalité. C'est une suite logique. Quand un élément dans la chaîne manque au rendez-vous, ça porte toujours à suspicion. Et comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'était même pas du devoir même de la présidente de porter plainte. La Cour des comptes aurait dû dire, bon, voilà ce qu'il en était pour mettre les choses au point. Et chers frères, voyez-vous, comme aussi la mauvaise foi même aussi peut être un élément moteur aussi. Voyez-vous, les journalistes français et les journalistes occidentaux, quand ils viennent en Afrique, ils se croient en terrain conquis.
Ils agissent carrément comme des mercenaires parce qu'ils se disent non, ce sont des indigènes évolués ou même des indigènes de la basse classe. Il faut faire n'importe quoi. De toute façon, ça n'ira nulle part. Mais ils oublient qu'il y a des gens qui sont exceptionnels, comme le président Alassane Ouattara. Et eux-mêmes, à défaut de vouloir même se dire qu'ils ont fait du faux, regardez le rapport qu'ils donnent. Ils disent qu'il n'y a pas eu de faute, mais seulement qu'il n'y a pas eu manque de clarté. Mais manque de clarté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas pris le temps nécessaire de chercher à clarifier avant de faire paraître l'article aussi. Mais tout ça en ligne de fond, ce qu'on veut aussi dire, c'est que si la Cour des comptes était sortie en avant pour dire, nous, on est là pour ça, voilà le travail qu'on a fait, on n'en serait même pas arrivé à tout ça. Et je suis entièrement d'accord avec vous que les institutions devant lesquelles on met des personnes, que ces personnes jouent pleinement leur rôle, c'est vraiment important pour ne pas nous en arriver à de telles situations. Alassane, c'est une institution qui doit se respecter et on ne peut pas permettre que n'importe qui vienne dire n'importe quoi parce qu'on veut le comparer à un président. C'est vrai, Alassane a le malheur d'être le président d'une république bananière. Ça, il faut le dire, hein, cher frère. Le plus grand mal du président Ouattara, c'est qu'il soit président d'un pays africain. Si Alassane était le président d'un pays européen, parce que plein même prennent conseil avec lui, il y a certaines choses que certaines personnes ne se seraient pas permis d'écrire sur lui. Mais Dieu ne donne pas tout à une personne. Et ce que Dieu n'a pas donné à Alassane Ouattara, c'est qu'il n'est pas le président d'un pays européen. C'est pourquoi les gens se permettent de le mettre dans le même canevas que les présidents des pays africains. Mais comparaison n'est pas toujours raison. Et eux-mêmes, leur propre verdict les met en face de leurs limites. Et Dieu merci. Théodore Obiang Ousmane ne peut pas en dire autant. Et parce que quand on accuse des biens mal acquis, etc., c'est sur cette même piste-là qu'ils voulaient nous conduire. Mais eux-mêmes, ils se sont vite ressaisis pour dire que non, on n'attaque pas n'importe qui, n'importe comment. Vraiment, merci d'être revenu sur ça. Ça rappelle encore une fois de plus, on aurait pu traiter cela avec un seul communiqué. Soit des services de communication même du gouvernement, je veux dire à partir de la présidence, ou bien même la Cour de compte aurait pu faire une déclaration qui allait tout clarifier et puis on passait à autre chose. On espère bien que les uns et les autres vont prendre conscience et se corriger pour éviter quand même ces erreurs-là. Parce que si eux refusent, les journalistes, de pratiquer de la clarté pour comprendre, nous, on ne doit pas se fatiguer de créer les conditions de la clarté pour éviter aussi ce genre de désagréments. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, vraiment, merci, chef frère. Il n'y a pas de problème, chef frère. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai reçu un document de Paris. Ils n'ont pas vu la lune chez vous. Ça sera le lundi chez vous. Ah, mais c'est bon, même là. Voilà, donc c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci. Et donc, vous passez une excellente soirée. Ok, merci. Merci beaucoup, chef frère.